Salut les investisseurs et bienvenue sur le Macro Crypto du 11 août 2025. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver après cette pause qui a été assez longue puisque je suis parti en vacances. J'ai fait un beau voyage au Pérou et d'ailleurs je vais parler de ce voyage sur la chaîne dans quelques semaines. Donc il y aura une vidéo qui va être faite là-dessus avec comment ce voyage a été financé et aussi les choses que j'ai faites dans le voyage. Donc n'oublie pas de justement t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer ces contenus. Et aujourd'hui, pour ce qui nous intéresse, on va parler de crypto avec notamment l'executive order que Donald Trump a signé le 7 août 2025 où il va justement autoriser les plans 401k à investir dans la crypto et le private equity. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en gros tout ça? Les 401k aux États-Unis, c'est les plans de retraite. Comment ça marche? Généralement, les employeurs vont proposer à leurs employés de cotiser pour la retraite et par exemple si l'employé va mettre 3% de son salaire à l'intérieur de sa retraite, l'employeur va proposer de matcher ces 3% et hop, ça va faire 6% de son salaire annuel qui va aller pour sa retraite. Généralement, jusqu'à présent, on avait le droit dans ces fonds d'investir dans des actions, dans des obligations, dans du cash et dans de plus rares cas dans tout ce qui était un peu les commodities qui sont fortement tradés comme l'or par exemple. Là, grâce à cet executive order que Donald Trump a signé, ça va ouvrir la porte à investir dans la crypto, le private equity et d'autres classes d'actifs alternatives. Donc, ça veut dire que les employeurs vont pouvoir proposer à leurs employés de cotiser pour leur retraite dans ces classes d'actifs alternatives. Et ça va justement, là aussi, ouvrir la porte à beaucoup plus d'investissements dans les crypto-monnaies et ces autres classes d'actifs, mais aussi à des investissements qui vont être beaucoup plus efficaces fiscalement. Pour ça, bien entendu, il va falloir que la loi soit mise en place. Donc, pour l'instant, il y a une loi qui encadre tout ça qui s'appelle l'ERISA aux États-Unis. Et donc, il va falloir implémenter ce nouvel executive order à l'intérieur de la loi. Donc, ça va sûrement prendre plusieurs mois. Et puis, il faut que les entreprises comme Fidelity et Vanguard qui proposent les fonds pour justement les investissements dans la retraite, dans ces plans 401k, mettre en place ces nouveaux fonds sur ces nouvelles classes d'actifs. Et donc là aussi, ça va prendre plusieurs mois à mettre en place. Donc ça ne va pas être tout de suite qu'il va y avoir des déversements de liquidités dans les crypto-monnaies grâce à cet executive order, mais on peut commencer justement à anticiper que ça va être le cas quand ça va être disponible. Maintenant, si on repart un petit peu sur l'analyse un petit peu plus fondamentale des crypto-monnaies, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du Bitcoin, le MVRV ratio, lui, pour l'instant, il est à peu près au milieu de son range que l'on connaît depuis 2024. Donc, en 2024, on a eu un top de marché qui était assez significatif. Ensuite, on a eu une forte stagnation et depuis, on reste dans ce range. Donc, même si le prix a progressé, les plus-values qui ont été créées sur la crypto ne dépassent pas finalement la zone des 2.7. Sachant qu'historiquement, c'était plutôt dans la zone des 3.5 que c'était des zones de vente sur cet indicateur. Mais on peut voir qu'on a largement changé cette tendance, que maintenant, on a un cycle qui est beaucoup plus long, où on a une volatilité qui est un peu moindre sur le Bitcoin, mais que l'on a des investisseurs qui sont beaucoup plus intéressés à racheter quand on arrive dans un ratio de 1.7 à 2. Donc, cette nouvelle zone de 1.7 à 2 devient une zone d'achat, en tout cas sur le moyen terme, sur cet indicateur, même si, bien entendu, la zone historique d'achat se trouve ici, en dessous des 1, puisque ça veut dire que la moyenne des personnes qui sont sur ce marché sont à perte sur leur holding et donc vont défendre leur position. Maintenant, si on regarde un petit peu au niveau des profits et pertes non réalisées, on peut voir que là, c'est pareil, on est dans une forte stagnation et qu'on n'arrive pas à repasser vraiment dans des niveaux de perte. Donc, on est toujours dans des niveaux de profit. Et sur cet indicateur, c'est quand on est en dessous de 0 que l'on est sur des pertes non réalisées. Donc là, pour l'instant, les investisseurs de long terme sont toujours assis sur des énormes profits non réalisés et on dirait qu'ils n'ont pas forcément envie de prendre leurs profits pour l'instant, même si on va voir qu'il y a un autre indicateur qui va nous montrer des choses un petit peu différentes. Maintenant, sur le SOPR, qui nous montre si les bitcoins sont dépensés à profit ou à perte, on peut voir que
en fait, on a eu une énorme prise de profit qui là s'est jouée au niveau du début du mois de juillet, avec des très gros profits qui ont été encaissés. Puis par la suite, on est resté en fait tout le temps en zone de profit. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que pour l'instant, tous les investisseurs sur le marché sont à profit et que donc il n'y a pas forcément de danger sur le marché des cryptos. Par contre, une autre indication que l'on a, c'est que le 17 juillet, là, on a eu des inflows massifs de Bitcoin sur les exchanges. Donc là, on a un pic qui est assez significatif, que l'on a déjà eu justement en fait en décembre, donc entre octobre et décembre 2024, et que l'on avait eu aussi au mois de mars 2024. Donc si on regarde un petit peu à quoi ça correspond, ça, sur le graphique du Bitcoin, eh bien, on va voir que justement, si on regarde un petit peu 2024, on voit bien que les mois de octobre à décembre 2024, eh bien, on est arrivé sur un top temporaire du marché ici. Après, on a eu justement une très grosse baisse. Il faut quand même se rappeler que c'est des baisses assez significatives de plus de 25% que l'on avait eu ici. Tu vois, 30%, même c'était passé jusqu'à 32%. Donc, des baisses assez significatives quand il y avait eu justement ces prises de profit par les holders de long terme. Donc attention, ça c'est un premier petit signal, même si on peut voir que ici les dépôts de Bitcoin sur les exchanges étaient assez soutenus et qu'ici c'est plutôt un blip. Donc tant qu'on ne voit pas des dépôts qui se font comme ça pendant plusieurs jours, ça veut dire que ça concerne peut-être une seule entité et que c'est une seule personne ou un groupe restreint de personnes qui a décidé de vendre ses bitcoins. Maintenant, si ça devient quelque chose d'un petit peu plus globalisé, il va falloir penser justement que c'est une zone de prise de profit intéressante pour les holders de long terme. Maintenant, si on regarde un petit peu le comportement des holders de court terme et des holders de long terme, là, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, les holders de court terme ne sont pas du tout inquiétés puisque leur moyenne de prix d'achat est à 106 000 $ et que le prix est dans les 120 000 $. Donc ça aussi, entre 115 000 et un petit peu plus de 120 000. Pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à passer la barrière des 120 000. Donc ici, pas d'inquiétude pour les holders de court terme, et tant que les holders de court terme restent confiants et continuent à mettre de l'argent dans ce marché, eh bien ça peut être plutôt positif pour les crypto-monnaies. Maintenant, si on regarde pour les holders de long terme, eux, ils sont encore beaucoup moins inquiets, et on peut voir que ça commence à augmenter doucement, même si l'augmentation des holders de long terme n'est plus très significative. Donc là, il y a eu un point d'augmentation quand on était dans la zone des 90 à 100 000, et depuis on est plutôt sur une stagnation, même si ça augmente assez lentement. La moyenne de prix d'achat est à 36 400 $, donc c'est toujours une moyenne qu'il faut surveiller et qui sera un prix ultime de support si jamais il y a vraiment un énorme crash au niveau des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que si l'on passe sous les 36 000 $, ça veut dire que la plupart des holders de très long terme sont à perte et donc vont défendre leur prix d'achat. Donc ça, c'est un niveau extrêmement important, même si je pense que les chances que l'on aille voir les 36 000 $ là, dans les mois qui viennent, sont extrêmement faibles, mais sur le long terme, c'est un prix à considérer. Maintenant, si on regarde un petit peu au niveau des réseaux sociaux, on peut voir que le volume de tweets a relativement augmenté sur le Bitcoin, mais cette fois-ci aussi sur l'Ethereum, puisque l'Ether a commencé à bien reprendre en valeur et que l'on voit donc justement des personnes recommencer à s'y intéresser. Attention, on voit bien que l'Ether est revenu sur un pic de volume de tweets qui date à peu près du début de l'année. Et donc, si on regarde ce qui s'était passé sur l'Ether au début de l'année, on peut voir que là aussi, on avait atteint justement notre maximum de prix quand on était pile dans ces zones-là. Donc maintenant, si on retourne un petit peu sur nos indicateurs, on peut voir que au niveau des recherches Internet, eh bien là aussi, il y a une augmentation significative, notamment sur l'Ethereum, où il y a beaucoup plus de recherches sur Internet, tout simplement. Le Bitcoin, ça réaugmente un petit peu, mais l'Ether, on peut voir que ça réaugmente réellement fortement, ainsi que sur Solana. Pour ce qui est du Fear and Greed Index, on est sur les 70, donc on commence à être sur un niveau de grid, mais on n'est pas sur une exagération de la grid. Donc pour l'instant, on a encore un petit peu de marge justement à la hausse avant de trouver des niveaux qui vont faire fortement réjection, du moins d'un point de vue du sentiment.
Pour ce qui est des ETF, on a toujours des fortes accumulations de Bitcoin par les ETF, mais on n'a toujours pas dépassé les 600 000 Bitcoins d'accumulés par les ETF, ce qui veut dire que pour l'instant, eh bien, par exemple, MicroStrategy détient toujours beaucoup plus de Bitcoin que ce que les ETF peuvent en détenir, tout ETF confondu. Ça pourrait justement changer avec, par exemple, l'executive order, mais aussi avec une adoption un petit peu plus massive des crypto-monnaies par le monde institutionnel. Pour ce qui est de l'Ether, par contre, on a dépassé les 2,84 millions d'Ether accumulés par les ETF, avec des entrées massives, comme par exemple aujourd'hui 117 000 Ether qui ont été accumulés. Avant ça, 60 000, 9 000, 19 000. Donc là, on a vraiment des énormes journées d'accumulation d'Ether sur les ETF. Attention, par contre, moi, quand je vois une entrée comme ça, je me dis qu'il peut y commencer à y avoir exagération et léger FOMO sur cet actif. Du côté de la Chine, il n'y a rien à signaler. Et maintenant, on va passer un petit peu aux liquidations. Donc, si on regarde les liquidations à un mois, on peut voir qu'on est allé chercher en fait les liquidations des shorts qui étaient au niveau des 120 000, 121 000. Donc là, le travail, il a été fait sur le Bitcoin à ce niveau-là. Et maintenant, on a le prix qui corrige un petit peu, avec une zone des 110 000 qui pourrait être une cible. Mais on voit qu'on commence déjà à réavoir une accumulation de shorts qui est en train de se mettre un petit peu plus au nord. Donc là, c'est plutôt intéressant pour l'instant. Si les shorts continuent de s'accumuler, eh bien, ça peut redonner du fuel pour la montée, puisque le marché, généralement sur le court terme, aime bien aller chercher les positions short qui sont à levier pour aller faire de l'argent. Maintenant, si on regarde un petit peu ce qui se passe sur une semaine, eh bien, on va pouvoir constater que pour l'instant, donc, le travail a été fait pour aller chercher les shorts et on a un gros point chaud en fait au niveau des 115 000. Donc là, pour l'instant, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on a un range entre les 115 et les 120 000 qu'on ressent assez bien en fait si on regarde le graphique en daily et que donc pour l'instant, eh bien, le prix va osciller entre ces bornes tant qu'on n'a pas des fortes accumulations d'un côté ou de l'autre et qu'on n'a pas un narratif pour venir justement nourrir une hausse ou une baisse un petit peu plus soutenue. Et pour ce qui est du graphique en 24 heures, on peut voir que le travail avait été fait donc, sur la semaine. Là, maintenant, on commence à avoir des shorts qui se sont remis au niveau des 122 000. Donc là, on avait bien constaté ça aussi sur le mois, qu'il y avait des shorts qui commençaient à se réouvrir. Mais il y a beaucoup de longues qui sont aussi en train de se précipiter. Donc là, on avait sur les 118 et là, sur les 117 qui viennent de se réouvrir et qui pourraient rapidement aller se faire liquider avant qu'on refasse un rebond. Donc pour moi, personnellement, si je devais mettre des ordres longues, je les mettrais dans ces bornes de liquidité. Pour ce qui est des recherches sur Google, eh bien ça on l'a déjà vu, mais à noter que sur les cryptos au global aussi, ça commence à réaugmenter assez sérieusement. Je voulais te montrer un petit peu aussi ce qui se passe sur ce site qui s'appelle DefiLlama. Sur DefiLlama, en fait, ce que tu peux voir, c'est la valeur qui est loquée dans certains protocoles. Et donc là, par exemple, des protocoles de défi comme AAV, on peut voir qu'il y a 38 milliards de valeurs qui est loquée à l'intérieur, protocoles comme Lido, etc. Et donc là, je pense qu'avec la montée de l'Ether, ce qui pourrait se passer, et attention, c'est bien sûr un scénario parmi tant d'autres. Si justement on commence à avoir trop de personnes qui sont d'accord avec ce scénario, ça peut commencer à nous indiquer que ça pue un peu. Mais globalement, dans les cycles précédents, ce qu'on avait vu, c'est qu'on avait une surperformance du Bitcoin qui était suivie par une surperformance de l'Ether et ensuite par les cryptos majeurs et ensuite toute la merde. Là, cette fois-ci, ça a été plutôt le Bitcoin qui a surperformé pendant très très longtemps, l'Ether qui a bien lagué. Et par contre, on a eu Solana et les mêmes coins qui sont venus s'intercaler au milieu et qui ont eu leur petite phase où elles surperformaient en fait le Bitcoin. Mais maintenant qu'on a le retour de l'Ether avec une surperformance par rapport au Bitcoin, est-ce que justement on ne reviendrait pas dans cette phase qui est classique où on pourrait avoir justement des protocoles qui recommencent à performer? Et dans ce cadre-là, eh bien, est-ce qu'on pourrait justement penser que les protocoles avec une forte valeur loquée à l'intérieur du protocole pourraient justement être intéressants, puisque ça veut dire qu'il y a des investisseurs en fait sur tous ces tokens-là qui sont depuis des années bloqués et qui pourraient avoir envie de faire apprécier le prix pour justement créer de l'engouement et se donner une porte de sortie.
Donc ça, c'est des choses qui sont à surveiller à mon avis. Si on regarde ça d'un petit peu plus près, là, l'Ether, il vient de redépasser les highs qu'il avait fait justement en 2024 par 2 fois. Et on peut voir qu'il n'a toujours pas dépassé son ATH qu'il avait fait en 2021. Donc pour l'instant, on est toujours en gros questionnement sur cette zone de l'ATH précédent qu'il va falloir dépasser pour redonner de l'espoir aux investisseurs. Pour l'instant, sur quoi on est? On est plutôt sur une zone de vente, hein, si on regarde d'un point de vue purement technique. Il y a un petit peu d'engouement, mais pas énorme. On a des moyennes de prix qui sont relativement basses, des moyennes de prix d'achat qui sont plutôt basses par rapport à notre prix actuel, et donc tout un incentive pour des personnes qui auraient investi depuis assez longtemps à revendre leurs actifs. Mais grâce au dépassement de ces zones précédentes, on pourrait imaginer d'aller chercher un ATH, et si on va chercher un ATH, on pourrait réavoir un gros engouement sur les cryptos, et notamment sur les cryptos de l'univers Ethereum. Sachant qu'il y a des EIP qui ont été aussi annoncés sur Ether, avec justement plus de scalabilité qui est prévue, etc., avec des frais plus faibles, etc., etc. Si on regarde l'ETH par rapport au Bitcoin, on peut voir que ETH a fortement rebondi par rapport au Bitcoin. On est repassé dans des zones qui sont intéressantes, mais si on regarde vraiment par rapport au Bitcoin, par rapport à l'ATH qu'il avait fait contre le Bitcoin et au plus bas qu'il avait fait contre le Bitcoin dans ce cycle, eh bien en fait la moyenne de prix d'achat, elle se situe au niveau des 0,4 Bitcoin. Par contre, si on regarde par rapport au plus haut récent, eh bien on est à 0,6 Bitcoin. Donc pour moi, tant qu'on n'est pas repassé en fait dans cette zone-là, on n'a pas vraiment la zone d'espoir pour les personnes qui tradent l'ETH par rapport au BTC. Donc là, on était sur des très bonnes zones d'achat, puisqu'on était sur des prix qui n'avaient pas été visités depuis très longtemps, hein, depuis 2019. Donc là, il y avait eu des très bonnes occasions d'achat ou d'accumulation d'ETH par rapport à du Bitcoin. Maintenant, tant qu'on n'est pas repassé au-dessus de ces 2 VWAP, pour moi, on n'est pas repassé dans la zone d'espoir parce qu'en fait, dans ces VWAP, il pourrait y avoir des personnes qui ont été déçues par leur accumulation de long terme et qui voudraient ressortir à break-even. Donc attention, ça c'est un petit peu ce qu'on a sur notre chemin. Maintenant, si on reprend un petit peu d'espoir justement sur les cryptos et que on a un ruissellement de l'Ether qui se fait dans les altcoins, eh bien, les altcoins qui peuvent être intéressantes, par exemple, c'est Lido. Lido, c'est une alt qui est liée à un protocole de staking d'Ether et qui permet de recevoir justement des récompenses sur les Ethers stakés. Donc, on peut voir que le prix est très très bas, qu'on commence à avoir justement une structure de long terme qui se retourne en weekly, qu'on a des volumes qui commencent à augmenter et que l'on a eu des signaux à peu près dans la même zone de prix de long terme d'accumulation. Donc tout ça, ça nous fait dire que Bitcoin contre Lido contre le Bitcoin est en train de doucement se retourner et qu'il y a un narratif qui pourrait justement venir fider un petit peu cette montée. Et Lido, eh bien, c'est le 2e protocole en termes de valeur loquée à l'intérieur. Donc ça peut être assez intéressant. Le BNB, c'est une énorme crypto aussi. Et justement, on peut voir qu'en ce moment, elle est sur des points bas, sur les points bas de son range contre le Bitcoin. Donc, est-ce que c'est pas aussi intéressant de commencer à accumuler du BNB sur ces zones-là? Donc ça, c'est à définir. Attention, en sachant que si jamais on a une forte baisse du Bitcoin, eh bien, toutes les autres cryptos vont en pâtir et beaucoup plus que le Bitcoin. Donc là, je suis vraiment en train de dire, tant qu'on a une tendance haussière sur le Bitcoin, ça peut être intéressant de regarder ça. Et justement, pour le ruissellement des capitaux, une fois que l'Ether aura fini de performer. Le XRP, je dois avouer que j'ai été assez impressionné. Moi, quand on était arrivé dans cette zone-là, j'avais justement dit que je pensais que c'était une très bonne zone de vente et on peut voir que le prix par la suite a commencé à décliner et avait semblé me donner raison. Mais il faut quand même considérer que pour l'instant, il tient très très bien par rapport à Bitcoin et qu'il a réussi à maintenir son prix en fait même dans des phases baissières de Bitcoin. Donc
XRP reste un actif intéressant, même si je pense que là on est toujours sur une zone dangereuse, une zone qui peut intéresser les gens pour vendre, mais il y a des nouvelles qui arrivent sur XRP, notamment le développement de leur stablecoin et la possibilité de faire des applications de DeFi pour les institutions. Donc ça peut être des très gros narratifs qui peuvent arriver sur XRP, en plus de l'ETF éventuel. On avait Avax dans les grosses cryptos comme ça qui ont des énormes capitaux et dont il pourrait y avoir des gros poissons qui voudraient créer un engouement et sortir. Avax, effectivement, le prix il est très très bas, mais on n'a pas de structure de prix qui nous laisse penser qu'il y a un retournement de tendance pour l'instant. Donc, pour moi, tant qu'on ne sera pas venu ici, en fait, faire un petit W à ce niveau-là, et qu'on ne dépassera pas clairement ce niveau, je pense que pour l'instant Avax c'est pas celui qu'il faut favoriser, mais à mettre sous surveillance. Atom, pareil, un coin qui a énormément déçu et qui avait pourtant attiré des très gros capitaux et des fonds d'investissement, etc., etc. Donc, est-ce que ces fonds, à un moment, ils vont pas créer justement un engouement pour pouvoir ressortir de leur position? Ça reste à surveiller, mais pour l'instant, graphiquement, il a l'air complètement mort. Donc, moi, je ne me positionnerai pas du tout comme investisseur là-dessus, mais avec un petit retournement de tendance et un petit narratif, pourquoi pas. AAV, on vient d'en parler. Moi, je trouve que le graphique, il n'est pas du tout dégueulasse sur AAV. On voit que le prix se maintient bien par rapport au Bitcoin. Donc, c'est un actif qui reste relativement intéressant et qui peut avoir justement bénéficié d'un narratif de staking, etc. Et de lending de crypto. Surtout à un moment où des gens ne voudraient plus sortir de la crypto et voudraient justement conserver leur crypto tout en ayant la possibilité d'emprunter pour aller faire d'autres activités, etc. Donc là, ça peut être intéressant justement de surveiller ce genre de protocole. Link, eh bien, lui, c'est vraiment l'oracle qui gère la plupart des blockchains importantes, donc qui va aller chercher les informations extérieures à la blockchain pour la ramener dans la blockchain. Et justement, ils sont en train de développer tout ce qu'il faut pour être l'oracle institutionnel que les institutionnels vont utiliser pour interroger justement les données extérieures et intérieures au blockchain. Pour l'instant, la tendance de prix, elle est très clairement à la baisse, mais on peut voir que les points bas se sont de moins en moins bas, donc là pour l'instant c'est plutôt positif. On a une très grosse zone de prix ici, mais pour l'instant graphiquement on demande des confirmations, même si on a un petit W weekly là qui vient de se profiler, donc pas inintéressant de commencer à se positionner ici, mais attention, pour l'instant la tendance de long terme n'est toujours pas au beau fixe. Pour ce qui est de Sol, ben pareil, on s'est rapproché en fait d'un point qui était très intéressant, de Sol contre BTC, et on voit qu'ils arrivent bien à maintenir le prix, alors que Sol vient d'avoir un unlock de 25%. Donc là, il y a 25% de tokens en plus en circulation. Le prix a baissé, mais on voit que ça commence à se stabiliser, à bien se maintenir. On a eu des signaux d'achat qui ont été donnés par ici, donc pourquoi pas commencer à accumuler du sol sur cette zone. On sait que c'est une crypto qui peut être très très chaude avec beaucoup d'engouement dessus. On sait qu'il peut y avoir des narratifs avec les mêmes coins, etc. Donc pourquoi pas pendant qu'il y a un intérêt qui est plutôt faible dessus. NIR contre le Bitcoin, crypto qui est assez décevante, mais qui, pareil, avait des très gros fonds, des très gros capitaux à l'intérieur. Donc, continuez à regarder. Si on voit des W se former, etc., et qu'on voit un petit narratif, ça peut être intéressant. C'est pas un coin qui marche très bien sur les W, hein, comme on peut voir, il fait souvent des retournements en V-bottom. Là, on arrive sur une zone de prix qu'on n'avait jamais visité avant à la baisse contre le Bitcoin. Donc, pour moi, ce serait vraiment une reprise de cette zone-là, les 3611 SAT, qui serait intéressante pour revenir justement chercher cette zone des 6932, donc à peu près un x2 à faire contre le Bitcoin si jamais ça se réalise. SUI contre le BTC, c'était une de mes cryptos favorites en 2024 pour le trading et puis pour des investissements de quelques mois. Elle avait relativement bien performé contre le Bitcoin et on peut voir qu'elle évolue toujours dans son range en fait contre le BTC et que pour l'instant en fait elle se maintient relativement bien contre le Bitcoin, donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là.
eGold, c'était un gros favori en fait du cycle de 2020 qui depuis n'a plus jamais performé. Elle se fait décimer en fait cette crypto. C'est vraiment l'horreur à mon avis pour les investisseurs qui sont dedans. Et c'est vrai qu'il y avait des institutionnels, mais il y avait surtout beaucoup de retail à l'intérieur de cette crypto. Donc à mon avis, pas beaucoup d'espoir pour eGold, mais je l'ai quand même mis en liste de surveillance dans le sens où c'est quand même une grosse crypto de l'écosystème crypto et qu'il faut à mon avis surveiller. Il pourrait y avoir VET, il pourrait y avoir Tron aussi dans cette liste. Là j'ai juste mis Bonk, il pourrait y avoir Doge aussi, important à surveiller. J'ai juste mis Bonk dans les shitcoins, dans les meme coins. Pourquoi? Parce que si on regarde Bonk, en fait, il évolue dans ce range. Il a évolué pendant longtemps dans ce range, il est revenu dedans. Et on peut voir qu'il revient travailler en fait le bas du range après avoir réintégré. Donc ça, à mon avis, c'est une localisation qui est plutôt intéressante si jamais il y a un narratif meme coin qui revient, même si en ce moment, les meme coins, c'est pas vraiment le nerf de la guerre, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui s'y intéressent, donc ça peut être justement une zone intéressante d'accumulation pour les personnes qui veulent faire ça. Moi, personnellement, c'est pas du tout ma came, je fais pas du tout ça, mais je tenais à dire que graphiquement, c'est pas moche et que la localisation est pas moche. On va passer rapidement sur le fait que le total crypto est en pleine expansion. Là, on vient de faire une nouvelle jambe, donc je ne serais pas étonné d'avoir peut-être une bougie positive de plus, mais d'avoir une petite baisse sur les cryptos dans les semaines qui viennent. Mais quoi qu'il en soit, la tendance est très clairement à la hausse sur les cryptos pour l'instant. Si on regarde le total 2, et ben là par contre c'est beaucoup moins clair. Pour l'instant on est vraiment dans un gros range, hein. Si on devait le marquer, on dirait qu'on serait entre cette borne là et probablement une borne qu'on pourrait définir ici. Et que pour l'instant en fait on est plutôt sur les points hauts, donc beaucoup plus de probabilité de retourner à la baisse malheureusement. Mais tout ça, ça va être déterminé par l'ETH à mon avis. Si on regarde sur le total 3, donc toutes les cryptos moins l'ETH et le BTC, on peut voir que là c'est pareil que sur l'ETH, sauf que ça s'est un petit peu mieux maintenu dans sa tendance haussière que l'ETH. Donc ça c'est quand même à noter que grâce à des protocoles comme Solana par exemple, et bien finalement le total crypto a été un petit peu plus résilient, mais malheureusement, eh bien, comme on n'a pas d'indice crypto, eh bien, on ne peut pas vraiment investir sur un indice qui nous permet d'avoir cette diversification. C'est pour ça que quand je regarde mes cryptos, eh bien, je les regarde en fait toujours contre le Bitcoin, parce que ce que je veux, c'est une crypto qui va surperformer le BTC. Si elle ne surperforme pas le BTC, eh bien, en fait, je peux acheter simplement du Bitcoin, avoir beaucoup moins de risques, et avoir une performance qui est complètement adéquate. Pas besoin de se mettre sur une crypto en fait, qui te donne beaucoup plus de risques avec une performance qui est en plus moins bonne. Si on regarde un petit peu au niveau de la dominance maintenant du Bitcoin, on peut voir que la dominance est légèrement en baisse après avoir été trouvé la zone des 65% que j'avais définie comme une zone fortement à surveiller. Ensuite, au-dessus, on a vraiment la zone des 71%. Je serais quand même étonné qu'on revienne à 71% de dominance parce que quand même, malgré tout, maintenant, on a plus de 15 000 coins sur le marché. On a quand même des protocoles comme l'Ether, comme Solana, etc. qui sont assez sérieux. Et donc, ça voudrait dire que Bitcoin prendrait toujours une place vraiment énorme par rapport à toute cette valeur-là. Valeur qui, par, on va dire, déduction, devrait être diluée dans cette masse de crypto-monnaies au fur et à mesure. Donc, attention, moi je pense qu'il y a peu de chances qu'on retourne ici. À mon avis, une oscillation entre ces deux bornes-là, c'est quand même relativement probable. Donc pour l'instant, eh bien, de se dire que quand le Bitcoin approche de 65% de dominance, on pourrait réavoir une petite baisse. Et donc justement, se dire que c'est un bon signal pour investir sur quelques alts bien sélectionnés, parce qu'encore une fois, toutes les alts ne monteront plus en même temps. C'est impossible, ça sera vraiment localisé sur certaines alts qui ont un narratif au moment opportun. Voilà, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais envie de dire pour ce point macro crypto. Bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain point macro crypto. Allez, ciao!